Bonjour à tous. L'objet du pitch, c'est de vous présenter le résultat de l'étude PLM qui a été menée conjointement avec l'usine Nouvelle et InfoPro Études. Nous allons rapidement vous présenter la démarche et la méthodologie de cette étude, et c'est Nadia d'InfoPro qui va le faire et que je remercie de m'accompagner dans cette présentation. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, l'objectif de cette présentation, c'est de partager avec vous les résultats de cette étude que nous avons menée du 11 janvier au 9 février 2018 auprès d'une cible de décideurs dans l'industrie, une cible qualifiée de répondants qui sont intéressés par ce sujet du PLM. Donc on a recueilli un échantillon de 224 répondants sur un terrain qu'on a mené online, donc sur la base de nos abonnés à l'usine digitale et à l'usine nouvelle. Et donc on a pu mener ce terrain via un questionnaire auto-administré en ligne. Merci Nadia. En premier lieu, un petit panorama des gens qui ont répondu à cette étude. Alors comme on peut le voir ici, nous avons une représentation relativement importante des grandes entreprises au prorata de leur représentativité dans l'industrie française, puisqu'elles sont 24%, elles participent en 24% des répondants. Ce qui n'est pas complètement surprenant dans la mesure où aujourd'hui le PLM est plutôt utilisé dans les grandes entreprises et reste à faire connaître dans les PME. On constate, chose intéressante, que parmi les répondants, les fonctions de R&D et d'innovation ne sont pas surreprésentées, ce que nous considérons comme étant une information intéressante, ce qui permet de penser que le PLM a dépassé aujourd'hui enfin les frontières de la seule ingénierie de la R&D. Donc ça, c'est plutôt positif. Et quant au secteur industriel, on constate que nous avons une représentation qui est assez relativement uniforme et qui transcende largement l'industrie manufacturière classique, automobile, aérospace et défense. Alors là où nous avons été indéniablement surpris, c'est de constater que le PLM est finalement assez peu implanté, même dans les grandes entreprises, puisque nous constatons que seulement 48% des entreprises interrogées, des grandes entreprises interrogées, disent être équipées d'un PLM. Après, ensuite, on voit que sur les petites entreprises, le taux d'équipement est relativement faible, mais ça, ce n'est pas surprenant. Ce que l'on voit, en revanche, d'assez intéressant, c'est que la part d'entreprises qui ont aujourd'hui des réflexions en cours et des projets en cours est relativement importante, puisque si on cumule les gens qui ont un PLM, qui sont en train d'en mettre un en place, et qui ont des réflexions en cours, on voit que, à part dans les petites entreprises, on est très largement au-delà des 50%. Donc on dénote une dynamique quand même importante et on constate que c'est un sujet d'intérêt évident pour les entreprises aujourd'hui. Alors ça, c'est confirmé par le graphique que l'on voit ici. Toutes les analyses qu'on fait, y compris sur le terrain, corroborent un état de fait qui est que depuis 2 ans, on voit une très grosse dynamique dans les entreprises quant au PLM. Alors soit parce que les entreprises sont en train de faire des évolutions significatives des solutions existantes, soit parce qu'ils engagent de nouveaux projets. Donc on est vraiment dans une période là où les projets fleurissent et où l'intérêt est marqué. Nous avions une question sur les durées de déploiement du PLM dans les entreprises qui sont équipées. On constate une très forte disparité. Pour être tout à fait franc, je pense que les résultats que nous avons obtenus ne sont pas très représentatifs, ou du moins pas très facilement interprétables, parce que les durées que l'on obtient ou que l'on mesure sont très dépendantes du scope fonctionnel, de la largeur du scope qui est recherché, et du coup
Il nous manque une information pour pouvoir interpréter ça de façon correcte. Bon, on constate néanmoins que, et ça c'est pas complètement une surprise, c'est que plus les entreprises sont grosses, plus les temps d'implémentation sont longs. Est-ce que c'est parce que les scopes sont plus larges ou est-ce que parce que les freins organisationnels sont plus importants? Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. La bonne nouvelle de la question qu'on a posée quant aux décideurs du PLM, c'est qu'effectivement, on a pu constater que dans le processus de décision, nous avions une variété de fonctions qui, encore une fois, dépassaient très largement celles auxquelles on s'attend naturellement, à savoir les directions informatiques et les directions techniques, ou de l'innovation et de la R&D. Petit bémol, quand on raffine la réponse à cette question des décideurs par typologie d'entreprise, on s'aperçoit finalement que les directions générales, dans les grandes entreprises en particulier, enfin plus les entreprises sont importantes et moins les directions générales sont impliquées, ce qui est quelque part assez paradoxal. Ou alors on constate qu'elles sont impliquées au début, mais pas sur la continuité des projets, ce qui est très certainement dommageable. Une information qui ne nous surprend pas, mais qui est toujours un peu déroutante, c'est que quand on demande aux gens ce qu'ils font avec leur PLM, d'abord et avant tout, ils gèrent des documents techniques. Ça montre le chemin qu'il y a à parcourir avant d'arriver à cette vision transverse globale de maîtrise du modèle de produit tout au long du cycle de vie. Voilà, donc ça nous donne à considérer qu'on a encore beaucoup de travail d'évangélisation, de compréhension et d'accompagnement des industriels pour qu'ils tirent le vrai bénéfice de ce type de solution. Donc là, on reprend ces données par typologie d'entreprise, toujours petites, moyennes et grandes. On voit que finalement, les préoccupations entre celles que l'on trouve dans les grandes entreprises et les moyennes entreprises sont assez semblables. Et curieusement, dans les petites entreprises, par contre, le point le plus mis en avant, c'est la continuité conception-production. C'est à la fois surprenant et pas complètement, je pense, étonnant dans la mesure où les petites entreprises, d'abord et avant tout, mettent l'accent sur l'exécution et sur la production plus que sur l'innovation. Il y a certainement à se poser des questions autour de ça, mais c'est un constat. Voilà. Ça traduit en tout cas le paysage de l'industrie française, à mon sens. Alors, celle-là pourrait paraître de second intérêt, mais il me semble que ça vaut quand même la peine d'en dire un mot, et en particulier sur le fait qu'à l'instant où on se parle, 31% des personnes interrogées considèrent qu'ils n'iront jamais mettre leurs données techniques, leurs données produits dans le cloud. Ça montre le frein psychologique qui est encore lié au cloud et à l'inquiétude des industriels quant à la confidentialité et la sécurisation de leurs données. Très, très sincèrement, je pense que ça va évoluer. On n'en restera pas là. Mais je pensais intéressant de partager cette information avec vous. La question était ici de savoir qu'est-ce qui avait conduit les industriels à mettre en place une solution de PLM. Arrive en tête, et là pour le coup de façon tout à fait attendue, la gestion des modifications et la traçabilité, qui sont le vrai problème des industries, me semble-t-il, aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est conforme aux attentes. Plus surprenant, peut-être aussi parce que si on se projette sur le fait que la question a été posée de la façon suivante, à savoir pourquoi vous avez cherché à le mettre en place et que l'on a vu précédemment que nous avions des gens qui avaient des installations qui avaient plus de 5 ans, il est vraisemblable que l'industrie 4.0 à cette date-là n'avait pas d'intérêt ou de pertinence. Donc en tout état de cause, ça ne venait pas contribuer aux éléments décisifs de la mise en place du PLM.
Reste que ça arrive assez loin dans le classement, puisqu'on est à 18% seulement d'industriels qui disent avoir un jour mis en place un PLM à cause de l'industrie 4.0. La chose que l'on note aussi, et je pense que là encore, c'est quelque chose que les acteurs, les professionnels du domaine doivent s'attacher à corriger, c'est que le PLM a été plutôt vu jusqu'ici comme un outil d'amélioration de l'efficacité interne, pas forcément comme un levier stratégique de transformation de l'entreprise, et comme un outil pour aller davantage vers le client et se rapprocher de son marché. Donc plutôt sur de l'optimisation de l'efficacité des process internes, pas tant sur la stratégie, l'accompagnement de la stratégie de la boutique. Alors, cette question reprend la précédente d'une certaine manière, mais s'adresse à ceux qui vont lancer maintenant aujourd'hui un projet PLM. On voit que malgré tout, il y a quelques variations dans la distribution des raisons, même si la gestion des modifications et la traçabilité reste une motivation première. On constate que l'IoT et l'industrie 4.0 grimpent dans le score, mais n'a pas encore atteint la place qu'on aurait pu imaginer qu'il puisse tenir. Et effectivement, on voit un renforcement des motivations stratégiques, mais on est encore et toujours sur d'une logique d'optimisation de l'efficacité interne. Donc je pense qu'il y a encore de la place pour que le PLM puisse acquérir ses lettres de noblesse et contribuer réellement à la vision stratégique de l'entreprise. Quels sont les freins à la mise en place du PLM ? Alors là, très clairement, on a des très fortes diversités en fonction des profils des entreprises. Les petites entreprises sont très axées sur le retour sur investissement parce qu'effectivement, c'est leur raison d'être et c'est ce après quoi elles courent très clairement. Les grandes entreprises mettent en avant le défaut de flexibilité des solutions et la difficulté à décloisonner les métiers. Ça tient effectivement au fait que les systèmes d'information des grandes entreprises sont très cloisonnés, que les baronnies continuent d'exister même si le décloisonnement et l'ingénierie simultanée a eu tendance à vouloir briser tout ça. Ça n'a pas encore été dépassé et ça reste aujourd'hui affiché comme le principal frein au déploiement du PLM. Sur les ETI, on est aussi sur du défaut de visibilité sur les ROI. J'oubliais que sur les PME, effectivement, un des points qui est très régulièrement mis en avant, c'est le défaut de compétences. Dans la mesure où il manque à la fois, je dirais, même plus que de compétences, il manque de disponibilité, il manque de matière grise disponible pour se préoccuper de solutions qui leur permettent de se transformer et d'avancer. Voilà, ce qu'effectivement les grandes entreprises n'ont pas à subir. Sur le niveau de satisfaction des solutions mises en place. Alors, finalement, quand on regarde, les gens très satisfaits sont peu nombreux. Sans doute, nous, éditeurs de solutions, a-t-on à faire un peu d'introspection. Mais ça varie de 4 à 27% de gens, enfin de sociétés très satisfaites. Le taux de satisfaction, je dirais, acceptable, grimpe énormément, mais surtout dans les entreprises de petite taille. Dans les grandes entreprises, on a encore, à l'inverse, un taux d'insatisfaction dont on peut considérer qu'il dépasse les 40%. Ce qui malgré tout démontre que là aussi, éditeurs de solutions, nous avons des progrès à faire, et en particulier sur la flexibilité et la facilité de mise en place et l'évolutivité des solutions.
ce pourquoi Arras mise tous ses efforts et tâche de se différencier. C'est notre mot d'ordre, mais effectivement, nos clients nous confirment que c'est bien la préoccupation majeure qui est la leur quand ils mettent en place un PLM. Une autre des questions était quels sont les principaux apports du PLM. Vous voyez que, pour revenir sur ce que je vous ai dit précédemment, l'apport du PLM dans le rapprochement vers ses clients et de ses marchés reste noté comme finalement très faible, alors même que nous considérons que ça peut être un apport extrêmement important. Donc là aussi, il y a du travail à faire. Les PME, malgré tout, y voient d'abord et avant tout un moyen d'accélérer l'innovation et l'implication des salariés. L'implication des salariés, c'est un point auquel on ne s'attendait pas, mais qui est plutôt intéressant de noter. Alors, le PLM comme outil fédérateur, mobilisateur des salariés. Personnellement, je trouve ça sympa, mais c'était inattendu. Et en tout état de cause, la plupart des entreprises, chose intéressante, y voient un vrai levier pour améliorer la qualité de leurs produits. En synthèse, qu'est-ce qu'on en tire ? On en tire un taux d'équipement qui reste faible, une vraie dynamique sur les 2 dernières années qui est démontrée, prouvée et constatée par tous les acteurs du marché. Il n'y a pas de débat là-dessus. La prise de conscience du fait que le PLM, ce n'est pas la R&D seulement. Nos utilisateurs confirment que le manque de flexibilité, de capacité d'intégration, voire le fait que les solutions restent trop chères à mettre en œuvre, c'est un constat largement partagé. On constate également que finalement, certes les technologies présentent leurs propres freins, mais les organisations, la culture, les pratiques des entreprises sont également des freins au moins aussi importants que la technologie. Le PLM n'est pas encore stratégique à notre grande dame et encore une fois trop centré sur les processus internes. Le lien entre Industrie 4.0 et PLM reste à prouver. Et enfin, un taux de satisfaction mesuré, même si demain ça va être infiniment mieux. Voilà. Merci. Pardon. Hop, il paraît. Voilà. Donc vous avez la possibilité, merci, d'avoir la totalité des résultats de l'enquête en suivant ce lien. C'est beaucoup plus détaillé, il y a plus d'informations. Là, c'était juste un extract de ce qui nous paraissait le plus intéressant de vous présenter à l'occasion de ce pitch. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Ouais, moi j'ai envie de dire... Oui, la question était, concernant Arras, quel résultat ou quelle perspective vous tirez de cette étude, si je vous traduis. Okay. Très clairement, nous, il y a quelque chose qui nous plaît bien, c'est que les gens se plaignent que les solutions ne sont pas flexibles, chères à mettre en œuvre, et finalement pas très adaptables. Or, c'est exactement ce contre quoi nous luttons, et c'est exactement le différenciateur qu'on propose à nos clients. On propose une très grande flexibilité, on propose le fait de migrer sur les versions ultérieures de notre logiciel, tous les développements spécifiques, toutes les adaptations que nos clients peuvent faire gratuitement et d'assurer la compatibilité ascendante. C'est-à-dire que pour nous, la customisation n'est plus de la customisation. On supporte la customisation de nos clients comme le produit standard. Il n'y a pas de différence. Donc quelque part, le message qu'on a en retour nous conforte dans cette direction qui est rendez les solutions PLM plus flexibles, plus faciles à mettre en œuvre, garantissez-nous la pérennité dans le temps de nos solutions. Pas simplement de la technologie, mais de nos solutions. La deuxième chose qu'on constate, c'est qu'effectivement, malgré tout, il y a encore du travail à faire pour emmener les industriels vers un PLM stratégique et vers un PLM end-to-end qui prenne vraiment,
qui assure la traçabilité globale des produits depuis les spécifications jusqu'au soutien en opération. On constate que ce n'est pas effectivement le cas, que très peu d'entreprises ont dépassé le PDM, c'est-à-dire le fait de gérer les données de CAO. Et là aussi, ça correspond à notre vision, donc on est plutôt satisfait. On constate cependant qu'il y a du travail. Je veux dire, le travail, il est à la fois chez nous et chez nos clients et sur la façon de les accompagner. Mais je dirais qu'on s'inscrit de façon plutôt avec satisfaction dans les résultats qu'on obtient, quoi. Voilà. Excusez-moi, heureusement j'ai des gens pour me rappeler à l'ordre, parce que j'ai quelques lacunes. Donc 4M31, voilà, le stand, oui, 4M31. Non, c'est pas mon âge, 4M31, c'est le stand, voilà. Bon, merci, a priori on est au bout de notre timing. En tout cas, merci de votre attention. Et au plaisir donc sur le stand.